Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce 224e briefing. Alors, qui va être aujourd'hui un petit peu différent dans son déroulé à l'habitude du fait de l'événement important du jour qui était ce qu'on appelle la ligne directe du président Poutine, suivi de la conférence de presse. Donc, c'est un événement qui a duré 4 heures et demie. Donc, nos deux experts ont suivi fidèlement le déroulé de cette longue dissertation du président, qui a répondu à de nombreuses questions et qui va donc donner des arguments et des réponses à vos nombreuses questions à vous. Alors, on va commencer par Igor, qui va nous parler de l'international, comme d'habitude, diplomatie, un peu de militaire, enfin son domaine de prédilection. Puis, Arnaud nous parlera de l'économie et de la politique en général, et c'est seulement après qu'il va entamer la dissertation sur la ligne directe suivie de conférences de presse, où Igor, bien entendu, sera convié à donner son avis si le juge nécessaire. Voilà, donc commençons directement par toi, Igor. Nous t'écoutons. Merci, Président. Bonjour à tous. Des nouvelles j'allais dire des préparatifs côté américain en vue d'amorcer de possibles pourparlers de paix en Ukraine, puisque l'envoyé spécial du président Trump pour le règlement du conflit en Ukraine, le général Kate Kellogg, devrait se rendre à Kiev avant l'investiture de Donald Trump le 20 janvier. À cette occasion, il réalisera en fait une tournée en Europe puisqu'il est question qu'il se rende dans plusieurs capitales européennes, dont Rome et Paris et très certainement Berlin, et donc également Kiev. Pour ce qui est de Moscou, un déplacement à Moscou de Kate Kellogg est évoqué, mais manifestement, celui-ci interviendrait probablement plutôt après l'investiture de Donald Trump, donc après le 20 janvier. Alors Donald Trump, justement, qui a accordé une longue interview au magazine Time la semaine dernière, qui est quand même très largement consacré à la politique américaine, aux questions domestiques, mais inévitablement, il y a des points sur la politique étrangère. En ce qui concerne l'Ukraine, il y a deux questions assez courtes et il fait deux réponses tout aussi courtes, hein, dont il faut retenir la chose suivante. Il s'est déclaré vivement opposé à l'emploi de missiles longue portée américains contre le territoire russe, hein. Il a dit qu'il I disagree very vehemently, hein, ce sont ses termes. Il évoque, je cite, une décision insensée de l'administration Biden d'avoir donné cette autorisation et, je cite encore, une escalade majeure de la part des États-Unis dans la conduite, en tout cas la conduite de l'appui à l'Ukraine. Donc, une fois encore, là, en référence avec ce feu vert donné il y a bientôt un mois par l'administration américaine à l'emploi de missiles Attack-MS contre le territoire russe. Le conseiller à la sécurité nationale, cette fois de Donald Trump, M. Mike Waltz, que j'avais évoqué le mois dernier, hein, a déclaré sur CBS il y a quelques jours que l'administration américaine considérait d'intégrer, tout du moins de prendre en compte les démarches entreprises par Viktor Orban concernant le cessez-le-feu en Ukraine. On sait qu'il y a d'excellentes relations entre Orban et Trump. Évidemment, M. Orban, qui avait la présidence européenne, qui l'a encore en fait formellement, mais jusqu'au 31 décembre, a entrepris des gestes, j'allais dire, d'ouverture dans le sens d'essayer d'amener à préparer le terrain pour un cessez-le-feu. Ceux-ci ont été abruptement rejetés par les Ukrainiens. Il était notamment question de voir si on pouvait faire une trêve au moment de Noël, hein, une trêve dans les affrontements au moment de Noël, ce qui a été immédiatement rejeté par les Ukrainiens, manifestement dans des termes d'ailleurs assez crus. Mais pour autant, Monsieur Orban ne s'est pas, comment dirais-je, n'a pas pris ombrage, ne s'est pas vexé et reste toujours disposé à jouer les médiateurs. Et d'après ce qu'on en sait, les propositions demeurent sur la table en ce qui concerne donc ces ouvertures en vue d'arriver à un cessez-le-feu. Alors du côté de Bruxelles, il y a aussi eu des développements. Bon, il y a eu le paquet de sanctions, mais Arnaud va probablement en parler un peu plus en longueur. Il y a surtout la visite de Volodymyr Zelensky à Kiev, qui était hier donc à Kiev et à Bruxelles, où il devait rencontrer de nombreux partenaires européens. Il s'est entretenu avec le secrétaire général de l'OTAN, Monsieur Rutte, et il y a eu un entretien donc bilatéral avec Emmanuel Macron avant que le président français ne parte pour Mayotte.
où il a été question, eh bien, une fois de plus, bon, de deux choses. D'abord, de l'aide de la France à l'Ukraine. Et là, M. Macron a évoqué le projet de former une deuxième brigade ukrainienne en France. Alors, quand on dit deuxième brigade, parce qu'il y a une première qui a été formée, la fameuse brigade dont vous avez certainement entendu parler, et qui a été surnommée Anne de Kiev, qui a quitté la France après un peu plus de 2 mois de formation pour retourner en Ukraine. Alors, quand on dit une brigade d'ordinaire, c'est entre 5 et 6 000 hommes, hein, 5 500 hommes environ. Donc, la brigade Anne de Kiev compte 5 500 hommes. Simplement, ce sont 2 300 de ces hommes-là qui ont été formés en France. Et donc, c'est pas l'effectif complet qui a été formé, mais seulement une partie. Et pour ce que l'on comprend, et depuis que ces hommes sont rentrés en Ukraine pour être déployés sur le champ de bataille, eh bien, la brigade n'a pas été conservée dans son intégralité, mais on a plutôt eu un saupoudrage de ces unités de ces effectifs sur différentes unités qui ont été qui ne sont plus complètes du fait du champ de bataille, afin de compléter ces unités, au lieu donc de garder cette brigade Anne de Kiev de manière compacte et homogène. Elle a donc été un petit peu redistribuée et ventilée sur d'autres unités. Et deuxième point qui a été abordé dans l'entretien entre Macron et Zelensky, eh bien, c'est ce sujet du déploiement de troupes étrangères en Ukraine, qui est, comme vous le savez, un projet poussé par le président Macron. J'avais parlé la semaine dernière, puisqu'il était à Varsovie avec M. Tusk, et la Pologne, à cette occasion, a fait savoir qu'elle ne comptait pas participer à ce projet, y compris après qu'un cessez-le-feu ait été conclu. Les Américains, depuis très longtemps, M. Biden même, en fait, ont fait comprendre qu'il n'était pas question d'envoyer un seul soldat américain en Ukraine. Et l'administration Trump, elle, a aussi donné des signaux assez clairs, à savoir que c'est aux Européens de gérer l'après, hein, de fixer le cessez-le-feu. Donc néanmoins, M. Macron, lui, a continué de pousser ce sujet-là. Et des articles circulent dans la presse, notamment Reuters, qui a publié il y a 3 jours un article assez intéressant où il cite différents chiffres concernant la voilure que pourrait recouvrir cette force d'interposition. On parle de 40 000 jusqu'à 100 000 hommes. Alors 100 000 hommes, ça paraît quand même extrêmement compliqué à mettre en œuvre et à monter. Et d'autre part, on ne sait pas encore quelle serait vraiment la vocation de cette hypothétique future force d'interposition. Est-ce qu'elle aurait un mandat d'abord, est-ce qu'elle aurait un mandat? Est-ce que ce serait un mandat onusien? On a du mal à l'imaginer à ce stade. Bon, mais admettons, est-ce qu'elle aurait un mandat qui serait celui de faire de la dissuasion, c'est-à-dire par sa simple présence de dissuader une reprise du conflit ou une escalade du conflit? C'est un peu, toute proportion gardée, évidemment, dans un autre contexte, le rôle des battle groups dans les pays baltes, hein, qui ont une voilure très réduite, c'est quelques centaines d'hommes chaque fois, mais ils sont là pour rassurer les pays baltes et évidemment pour dissuader éventuellement la Russie d'entreprendre quoi que ce soit à l'égard des pays baltes. Ou bien est-ce que ce sera un mandat purement de maintien de la paix, c'est-à-dire ils n'ont pas mandat pour engager la force, ils ne sont pas là pour prendre part aux affrontements si ceux-ci reprennent. Voilà, ces choses sont pas claires là-dessus à ce stade, mais l'idée continue de faire son chemin avec les limites que j'ai évoquées juste avant concernant la Pologne, les États-Unis et l'Allemagne, puisque l'Allemagne, M. Pistorius, ministre allemand des Affaires étrangères, a expliqué que Berlin était opposé à l'envoi de troupes en Ukraine, sauf si la Russie et l'Ukraine étaient d'accord et qu'il y avait donc j'allais dire, un consensus entre les deux belligérants pour qu'il y ait un déploiement de troupes étrangères. Hormis ce cas-là, eh bien, du point de vue de Berlin, et tant que, évidemment, cette administration-là est aux affaires jusqu'au 23 février, ce n'est pas le sujet. Dernier point, c'est l'intervention de Vladimir Poutine devant le collège élargi du ministère de la Défense lundi. C'est une semaine très intense du point de vue de l'activité du président russe, hein. Donc, il s'est exprimé devant le collège élargi du ministère de la Défense. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ces déclarations? Tout d'abord, il a donné des éléments concernant les volontaires qui s'engagent pour partir dans l'opération spéciale. Il a confirmé le chiffre qui est connu depuis quelque temps, en réalité, qui est celui de 1 000 personnes en moyenne par jour qui signent des contrats avec le ministère de la Défense pour donc partir en Ukraine. C'est un chiffre qui manifestement reste stable depuis quand même pas mal de temps, plusieurs mois. D'après lui, 430 000 volontaires, 437 000 je crois exactement, ont signé ou se sont enrôlés depuis la mise en place de ce dispositif donc dans les rangs de l'armée russe pour être déployés en Ukraine. Il a aussi évoqué l'aspect des dépenses militaires et expliqué qu'il ne fallait non seulement pas s'attendre à plus de dépenses, est-ce que le budget de la défense augmente, mais même que celui-ci serait amené en fait à diminuer dans les années à venir.
Monsieur Belousov a évoqué ce budget, hein, il a parlé de 6,3% du PIB et l'équivalent de 32,5% du budget fédéral qui est consacré aux dépenses de défense, alors au sens large, hein, toutes les dépenses de défense qu'on peut imaginer. Et M. Belousov aussi a expliqué qu'un conflit avec l'OTAN ne pouvait pas être exclu dans la décennie à venir. Alors ça évoque les déclarations qui sont faites de l'autre côté, côté OTAN, notamment en Allemagne, depuis au moins un an, où régulièrement, à travers des fuites dans la presse ou des prises de parole de responsables politiques et de responsables militaires, on évoque le scénario d'une conflagration avec la Russie, entre l'OTAN et la Russie, dans les années à venir, sur lesquelles, visiblement, à Berlin, en tout cas on prend ce scénario à Berlin, manifestement suffisamment au sérieux. Voilà, je m'arrête là pour la partie politique étrangère. Bien, merci Igor. Alors, avant de passer la parole à Arnaud, il y a une question d'un de nos auditeurs fidèles qui est sans doute de ton domaine, quoique Arnaud peut aussi intervenir là-dessus, qui nous dit ceci. Bonjour, la Syrie avait reconnu l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, ainsi que l'annexion de la Crimée. Au vu de la nouvelle situation, la question du futur de ces reconnaissances est-elle discutée en Russie au niveau politique et ou médiatique? Merci d'avance. Est-ce que ça peut changer quoi que ce soit d'ailleurs? Vu la situation, la question du futur de ces reconnaissances, je crois que c'est pas lui, à mon avis, c'est pas du tout la priorité des nouvelles autorités à Damas. Et je crois qu'ils ont bien d'autres chats à fouetter. Je crois qu'ils ont, au niveau de politique étrangère, puisque c'est le sujet, le but du jeu pour eux, c'est pas de savoir si on reste dans la reconnaissance par Soukoumi, etc. C'est plutôt de gagner en respectabilité de manière générale, vu l'image qui leur colle quand même encore à la peau, même après 2 ans de rebranding acharné pour donner une image plus respectable, d'une part, et d'autre part, c'est d'être reconnu par des grandes puissances, par les Européens, par les Français, par les Russes, pourquoi pas, par les Chinois, etc. Et donc c'est vrai que l'Abkhazie, l'Ossétie du Sud, la Crimée, à mon avis, c'est un petit peu un angle mort là-dedans. Et puis après, il y a tous les défis, tout le reste, j'allais dire, se mettre d'accord entre eux, parce que c'est quand même un conglomérat de djihadistes qui est regroupé sous cette ombrelle de HTS d'un côté, hein, Hayat Tahrir al-Sham, et de l'autre côté, l'armée nationale syrienne, qui est une émanation en fait de la Turquie, hein. Donc je pense que ça, c'est vraiment très très secondaire. J'ajouterais que les Russes ont bien d'autres choses à demander aux nouvelles autorités syriennes. Oui, j'imagine que les bases sont un peu plus importantes que la reconnaissance de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud. Bien, bien Arnaud, puisque tu as le micro en main, profites-en et abreuve-nous de ton savoir. Merci, Président. Donc, d'abord, j'allais dire un tour d'horizon de routine sur les questions économiques et politiques, avant d'en venir à un premier décryptage à chaud de l'intervention de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, Igor l'a dit, a eu une semaine très dense. Il s'est exprimé lundi devant le ministère de la Défense et devant le patronat. Le RSPP, l'équivalent du MEDEF russe et l'Union des industriels et entrepreneurs de Russie. Il a fait des déclarations remarquées, la principale étant, je cite, le taux directeur de la Banque de Russie ne fait pas toute l'économie du pays, ce qui signifie en réalité qu'il rejette les récriminations de ces industriels qui étaient en face de lui, d'autres acteurs de l'économie, mais également d'une partie de la classe politique. Récriminations contre Madame Nabiulina et la politique des taux élevés, taux qui risquent d'ailleurs demain d'être portés de 21, certains disent à 23, à 25%. En tout cas, la plupart des économistes russes, et en particulier ceux qui ont été interrogés par le quotidien Viedomosti, disent s'attendre à un relèvement du taux directeur demain lors de la réunion de la Banque centrale. Vladimir Poutine a dit également que le budget militaire ne pouvait pas être augmenté indéfiniment. Parmi les autres nouvelles économiques, l'Union européenne qui a acheté pour 1,3 milliard d'euros de gaz russe en octobre, ce qui place la Russie juste derrière l'Algérie avec une part de marché de 21,2%. Ces chiffres incluent à la fois le GNL et le gaz qui passe encore par l'Ukraine et par la Turquie, par tube donc.
Puisqu'on parle d'hydrocarbures, de tubes, de Gazprom, deux nouvelles. La première liée au Balkan. Le président serbe Vučić dit s'attendre à ce que la compagnie locale d'hydrocarbures, Nice, soit placée sous sanction américaine à compter du 1er janvier. Pourquoi? Parce que elle est contrôlée à 56,1% par Gazprom Neft et Gazprom. Des discussions sont en cours. Cette mesure, je le souligne, serait, le cas échéant, prise par l'administration Biden sortante. Le cours de l'action de Gazprom, qui lui est au plus bas depuis 2009 à 106 roubles. Le cours de l'action reflète les difficultés à venir, mais également les difficultés actuelles et puis les incertitudes autour du futur du transit via l'Ukraine. J'y reviendrai un peu plus tard, puisque le président Poutine en a parlé lors de sa ligne directe. Un mot sur le rouble qui pourrait avoir encore d'autres raisons de s'affaiblir dans les semaines à venir. Pourquoi? Parce que la Commission gouvernementale aux investissements étrangers pourra désormais autoriser certains exportateurs à déroger aux règles de rapatriement des devises fixées par le décret présidentiel d'octobre 2023. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que certaines entreprises pourraient être autorisées à ne pas rapatrier ce qu'elles doivent rapatrier. Et évidemment, ça pèserait, le cas échéant, sur le niveau de la monnaie russe. Quelques mots du 15e paquet de sanctions de l'Union européenne. On en avait dit quelques mots lors des précédentes séances. Alors c'est un peu, non pas une surprise, mais on se souvient qu'en juillet, la plupart des gens estimaient que la présidence hongroise serait un peu exceptionnelle dans le sens où il n'y aurait probablement pas de train de sanctions adoptées. Finalement, si, un 15e paquet qui n'est pas négligeable. Pourquoi? Parce que d'abord, il frappe assez largement la flotte fantôme, c'est-à-dire cette flotte de tankers achetés clandestinement et opérés plus ou moins clandestinement par la Russie pour exporter ses hydrocarbures, son pétrole, et contourner les sanctions. Donc ça, c'est la principale mesure. Il y en a d'autres, une série de personnes physiques et morales accusées par l'Union européenne d'œuvrer au contournement des sanctions, alors souvent basées dans des pays tiers comme la Chine, les Émirats arabes unis et la Serbie, ça devient assez classique. Et puis il y a un nouveau chapitre euh, des personnes, des organisations qui sont inscrits sur la liste des sanctions parce qu'elles contribuent, je cite, à la déstabilisation de l'Union européenne. Et là, on retrouve des unités ou des officiers du ministère de la Défense, des médias ou des officines actives en Afrique. Il y a, alors voilà, donc ça c'est assez nouveau. Et puis, l'élément le plus important et qu'on va suivre évidemment, c'est la suite. Et la suite, c'est un 16e paquet qui est déjà en cours d'élaboration, qui sera nourri par la présidence polonaise, dont on peut attendre beaucoup d'idées et d'activisme. Donc, on peut penser que le 16e paquet, qui sera sur la table dès le mois de janvier, sera un paquet, on va dire, ambitieux du point de vue des sanctions qui pourrait, il faut le dire, poser peut-être quelques problèmes aux entreprises françaises. On verra. Il risque de se poser, enfin, d'apparaître une nouvelle configuration, une Union européenne qui va plus loin, qui est tentée de taper fort, et une nouvelle administration Biden dont il n'est pas Trump, dont il n'est pas sûr qu'elle poursuive l'adoption de sanctions lors d'éventuels pourparlers avec la Russie. Donc là, il y a une divergence possible qu'il faudra suivre entre l'Union européenne et les États-Unis en matière de sanctions, ce qui ne s'est pas produit en réalité depuis le début de la guerre d'Ukraine. Quelques brèves de politique intérieure et sur la société russe. D'abord, le parquet général qui a requis avant-hier 5 ans et 11 mois et 5 ans et 6 mois de détention contre les trois avocats d'Alexei Navalny, accusés
d'avoir participé à, je cite, une organisation extrémiste. Ils sont en prison depuis octobre 2023. Le double effet Prigogine, si j'ose dire, avec l'adoption par la Douma d'État de plusieurs amendements qui visent à alourdir les peines de prison encourues pour les personnes ayant organisé ou participé à des rébellions armées. Désormais, c'est 15 ans minimum et perpétuité en fonction du degré d'implication. La messagerie Viber qui a été bloquée par l'agence fédérale Roskomnadzor en fin de semaine dernière, elle est assez utilisée en Russie, notamment en province. Euh, J'en avais dit quelques mots, mais maintenant c'est officiel. La Douma d'État qui a adopté un texte régissant finalement les finances des agents étrangers et qui vise à consigner sur des comptes spéciaux à accès restreint non seulement les recettes tirées des activités intellectuelles, artistiques des personnes inscrites au registre des agents étrangers par le ministère de la Justice, mais également leurs revenus tirés de loyers ou de la vente de biens immobiliers ou de véhicules automobiles. Et l'objectif de cette loi, hein, il a été très clairement exposé par le président de la Douma et d'autres, c'est de faire en sorte que ces personnes qui parfois vivent à l'étranger, même souvent vivent à l'étranger, continuent à avoir des revenus en Russie. Dernière nouvelle politique avant de venir à la conférence de presse et ligne directe, il y a eu un congrès assez important de Russie Unie, le parti du pouvoir, donc les 14 et 15 décembre dernier. Il s'agit de la première étape dans la préparation des élections législatives de septembre 2026. Les partis s'y prennent à l'avance, et le parti du pouvoir en particulier. Que faut-il en retenir? Bon, les interventions de Poutine et de Medvedev, mais peut-être surtout la montée en puissance d'une personne qui est encore assez peu connue, mais qui va devenir un personnage à suivre dans les cercles de pouvoir à Moscou, Monsieur Yakouchev. M. Yakouchev a été gouverneur de Tiumень. Il avait succédé à, enfin, il est réputé proche de l'un de ses prédécesseurs, M. Sobyanin, aujourd'hui maire de Moscou. Tiumень est en quelque sorte le fief historique de M. Sobyanin. M. Yakouchev a également été ministre de la Construction et depuis 2022, si je ne m'abuse, il était représentant plénipotentiaire du président dans le district de l'Oural. Donc aujourd'hui, il est officiellement président du Conseil général de Russie Unie. Le Conseil général de Russie Unie, c'est l'instance dirigeante du parti. Donc M. Yakouchev va jouer un rôle important au sein de Russie Unie dans la préparation des élections législatives et de façon plus générale dans les cercles de pouvoir à Moscou. Alors j'en viens à chaud encore une fois et un petit peu au débeauté, comme on dit, à cet événement politique annuel qui se tient généralement fin décembre, même s'il y a eu parfois quelques exceptions. La ligne directe qui, depuis quelque temps, est fusionnée avec la conférence de presse annuelle de Vladimir Poutine, donc deux en un. Ça permet voilà, de communiquer, de faire un bilan sur l'état de la Russie, de faire passer des messages aux Russes et aux étrangers. Alors c'est un format un peu hybride, encore une fois, parce que la ligne directe, historiquement, ce sont les habitants de Russie qui interpellent, qui appellent, qui en appellent au président russe. Et alors que la conférence de presse, voilà, c'était une conférence de presse un peu classique. Donc cet événement est encore une fois un peu étonnant dans la forme parfois, puisqu'on a l'impression, comme on dirait en bon français, parfois de passer du coq à l'âne, des questions de raccordement de gaz ou d'accès à certains médicaments, qui sont des sujets qui préoccupent une partie des Russes, à des sujets de grande politique mondiale. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir évidemment quels sujets sont abordés, quels sujets, à l'inverse, sont passés sous le tapis, et en quels termes, évidemment, ils sont discutés par le président. Je vais passer en revue, alors pas tous les sujets, il y en a eu beaucoup, mais
ce qui me semble significatif. D'abord, le président a insisté sur l'économie. Son propos liminaire portait sur la macroéconomie, sur la stabilité de l'économie russe. Il a mis en avant la croissance, près de 4% cette année, 3,5% l'année dernière. Il a mis en avant l'absence de chômage, 2,3%. L'industrie, euh, qui affiche une croissance robuste, tout en concédant que l'inflation, qui devrait dépasser 9% prochainement, était un problème réel, qui avait un risque de surchauffe. Et selon lui, la tâche pour l'année prochaine, c'est de- de gérer l'atterrissage de l'économie russe, qui devrait réaliser selon lui, entre 2 et 2,5% de croissance. Donc ça, c'était le propos liminaire. C'est intéressant, il parle de ça, il ne parle pas de l'Ukraine ou d'autre chose en introduction. Ensuite, de quoi parle-t-il et à qui parle-t-il? Alors, il y a évidemment le sujet de ce qu'on appelle en Russie l'opération militaire spéciale, avec le déploiement derrière le président d'un drapeau de la 155e brigade de fusiliers marins qui est au combat actuellement à Koursk, avec les signatures de certains soldats. Donc il a tenu à s'afficher comme le commandant en chef et comme un chef proche des troupes qui aujourd'hui combattent en Ukraine, mais également dans la région de Koursk. Euh, euh, il s'est également penché, parce qu'il a été sollicité là-dessus, sur les questions sociales, les questions liées au versement des soldes, aux compensations diverses, avec parfois d'ailleurs il semblait ignorer que, par exemple, les unités déployées aujourd'hui à Koursk ne bénéficiaient pas des soldes qui reviennent aux participants à l'opération spéciale, puisque Koursk, c'est le territoire national. Donc il a semblé découvrir ce problème, il a évidemment promis de le régler. Il a parlé, il est revenu sur le noisetier, c'est-à-dire le Oрешник, le nouveau missile, en déclarant que c'était un système tout à fait nouveau, euh, et non pas un vieux missile soviétique recyclé. Il a parlé beaucoup également, c'est un sujet récurrent, des retraites. Il a parlé aussi beaucoup de l'accès à la propriété. Il y a eu plusieurs questions de citoyens russes sur les problèmes d'accès à la propriété, mais surtout aux prêts bonifiés par l'État, qui sont théoriquement prévus pour les personnes qui travaillent dans le secteur informatique, mais également pour les familles nombreuses. Donc c'est voilà, des sujets sociaux importants. Et puis tout d'un coup, au milieu de tout ça, il y a un journaliste américain qui se voit proposer le micro, un correspondant de NBC, et qui lui pose deux questions très abruptes sur, alors d'abord la Syrie, une question un peu personnelle sur un journaliste américain qui a disparu en Syrie, mais surtout, voilà, quand allez-vous discuter avec Trump? Vous êtes affaibli, vous allez arriver aux discussions avec Trump affaibli. Donc une question, voilà, qui est surprenante dans le timing, dans la forme, et qui évidemment détonne, puisque elle est posée de façon assez vive, ce qui n'était pas forcément le cas des questions posées par les journalistes ou les citoyens russes triés sur le volet précédemment. Alors Poutine ne se démonte pas, hein. Il s'attendait à ce genre de questions, évidemment. Tout ça est très préparé. Il réfute la thèse selon laquelle la Russie serait affaiblie. Selon lui, elle est plus forte aujourd'hui qu'en 2022. Et pourquoi? Et il y revient assez régulièrement. Parce qu'aujourd'hui, elle est plus souveraine qu'en 2022. La Russie, entre-temps, a commencé à déployer des programmes qui visent à développer la souveraineté, notamment technologique. C'est quelque chose, encore une fois, sur lequel il a beaucoup insisté. Euh, euh, alors, il a parlé aussi, c'est intéressant, ça n'a pas été mis sous le boisseau de l'élimination hier du général Kirillov dans le centre de Moscou. Est-il prêt au compromis? Là encore, il a dit oui, de façon assez peu surprenante, et de façon
peu surprenante encore une fois, il est revenu sur les accords d'Istanbul, les réalités de terrain. En d'autres termes, il n'y a pas rien de très nouveau dans le propos du président russe s'agissant de sa volonté d'entamer des négociations. Il a, de façon attendue, attribué à la partie ukrainienne l'absence de volonté de discussion. Lui-même s'est dit ouvert, tout en répétant donc non pas les préconditions, mais le cadre qu'il souhaite pour ces discussions. Il a répondu ensuite à un journaliste chinois qui l'interrogeait sur les relations bilatérales que Poutine a décrit comme ayant atteint un niveau inédit, ce qui est probablement vrai d'ailleurs. Et puis ensuite, il est revenu à des questions sociétales, des questions plus ligne directe finalement que grande conférence de presse. Mais c'est intéressant parce que, là encore, les sujets abordés reflètent les préoccupations de beaucoup de Russes. Euh, immigration. Immigration, et là, il a non pas botté en touche, mais il a dit finalement ce qu'on répète ici, c'est-à-dire que il y a deux approches difficilement conciliables, ou deux impératifs difficilement conciliables. D'abord, un besoin de main-d'œuvre, et par ailleurs, une réalité politique qui est aujourd'hui en Russie, qu'il y a une réelle réticence à voir s'accroître la population immigrée, ce qui se traduit en région, par exemple, on l'a dit ici lors de nos briefings, par des restrictions faites aux immigrés pour pratiquer certaines professions, y compris taxi, par exemple. Donc, il est revenu assez longuement, pardon, sur ces questions d'immigration, en disant que c'était compliqué et qu'il y avait donc différentes considérations à marier, entre guillemets. Il a parlé, et ça vous donne un petit peu aussi une idée d'à quoi ça ressemble finalement, cette prestation de 4h27. Il a parlé des arnaques téléphoniques, hein. C'est un sujet qui peut paraître tout à fait secondaire, mais il est vrai que lors des derniers mois en Russie, ça concerne beaucoup de monde. Beaucoup de gens se sont fait avoir, passez-moi l'expression, parce que ces arnaques téléphoniques sont très élaborées, très technologiques, avec l'intelligence artificielle, la voix de personnes connues euh, par connues voilà, du récipiendaire du coup de fil, hein. Donc tout ça est très poussé, très vicieux quelque part et très massif. Alors, il a attribué une partie de ces arnaques à des activistes ukrainiens, bon, mais le fait est qu'il en a parlé, et ça peut paraître assez étonnant qu'un chef d'État discute de ça, mais parce que ça concerne en réalité beaucoup de Russes. Il est revenu ensuite sur le sujet des anciens combattants, hein, c'est ça, c'est un peu le fil rouge de son intervention. Ensuite, il a parlé donc non plus sous l'aspect, comment dire, des soldes ou de la réhabilitation, des rééducations médicales, mais finalement de ce programme intitulé Le temps des héros qui vise à mettre le pied à l'étrier certains anciens combattants, les plus méritants, les plus doués. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 83 d'entre eux qui suivent une formation de très haut niveau à l'Académie d'économie et de services publics, et que ces personnes ont vocation, à l'issue de leurs études, à prendre des postes importants au sein de l'administration et du service public en général. Certains l'ont déjà fait, certains ont été nommés vice-gouverneurs, mais je crois même qu'il y a un gouverneur sur la région de Tambov. Donc il est revenu là-dessus, voilà, en insistant sur le fait que, certes, tous ne pourront pas euh, bénéficier de ce programme, mais qu'il fallait de toute façon favoriser les anciens combattants et surtout ceux qui souhaitent étudier et finalement bénéficier de cet ascenseur social. Le choix des correspondants étrangers à qui on passe le micro n'est jamais anodin, donc j'ai parlé de l'américain en premier, il y a eu le chinois, il y a eu un turc ensuite. Et là, je laisserai peut-être Igor en parler parce que ce passage est intéressant à mon avis. Sur le fond, il y a eu beaucoup de messages qui sans doute n'ont pas été très bien compris par ni les Russes, ni je dirais 80%, 99% des personnes qui regardaient et écoutaient, mais je pense qu'Igor nous donnera quelques détails, en particulier sur le long dégagement sur les Kurdes. Il est revenu ensuite sur, entre autres, hein, sur euh, la question des taux directeurs de la Banque centrale, tout simplement parce que ça
Cette politique est controversée, je l'ai dit, et elle a des implications réelles pour les entreprises, mais aussi pour les ménages. Il a botté en touche. Sur le ton de la boutade, il a interrogé sur le fait de savoir si demain il y aura une hausse des taux. Il a dit qu'il ne le savait pas et que d'ailleurs peut-être même Elvira, comme il l'a appelée, c'est-à-dire la patronne de la Banque centrale, ne le savait peut-être pas elle-même non plus. Voilà. Et à la fin de son propos, il est revenu sur l'Ukraine. Il est revenu sur l'Ukraine en disant deux mots des relations gazières. Donc pour lui, il est clair que le contrat de transit qui lie Naftogaz à Gazprom ne sera pas prorogé, ce qui ne veut pas dire, entre parenthèses, qu'il n'y aura plus de gaz russe qui passera, mais ce sera probablement du gaz russe sous bannière azerbaïdjanaise, mais ça c'est un débat différent. Et il a affirmé il aurait dû lancer l'opération militaire spéciale plus tôt et que l'armée aurait dû se préparer plus tôt pour euh, voilà. Donc il ne regrette pas, mais il pense que, a posteriori, que cette décision aurait dû être prise plus tôt. Voilà. En quelques mots, ce qu'on pouvait dire de cette grande conférence de presse. Encore une fois, mon propos n'est absolument pas exhaustif, mais j'espère qu'il donne un aperçu des sujets perçus comme importants par le Kremlin et qui ont été abordés lors de ce long échange de 4h27. Merci beaucoup de ces éclaircissements. Alors, il y a plusieurs questions, notamment les anciens combattants, euh, cette volonté de les insérer, de faire d'une certaine façon une chambre bleu horizon, je dirais, même si l'analogie n'est pas parfaite. Est-ce que c'est une demande populaire ou est-ce que c'est une volonté politique du gouvernement plus qu'autre chose? Parce que ce qui frappe quand même depuis le début de cette opération spéciale, c'est pas vraiment l'absence de soutien populaire, mais c'est aussi l'absence d'intérêt d'une certaine façon pour les gens qui s'y battent. Enfin, il n'y a pas eu, à l'inverse, le mouvement qu'on avait connu avec l'Afghanistan, des maires de conscrits, des choses comme ça. Enfin, il y a quand même ce sentiment que ces gens se battent un peu à la périphérie et que ça intéresse pas grand monde en Russie. Et donc, est-ce que cette volonté d'intégrer ces anciens combattants, ça pose la question de leur image, en fait. Est-ce que au sein de la population, ils ont une image plutôt positive? Et est-ce que cette volonté de les intégrer, c'est une volonté populaire ou gouvernementale? Alors, sur le premier point, oui et non. C'est-à-dire que, certes, beaucoup de Russes ignorent ou veulent ignorer le conflit, veulent s'en tenir à distance. Et en même temps, ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de dons, de bénévoles. Donc, indifférence, oui et non. Mais il est clair qu'il n'y a pas un enthousiasme massif et populaire, ça je suis d'accord. Non, c'est clairement une volonté de Poutine, une volonté de Poutine de faire émerger, il en a parlé, une nouvelle élite. Il qualifie les combattants de vraie élite de la Russie, il l'a dit devant l'Assemblée fédérale lors de sa dernière intervention. Et ça commence à prendre forme. Alors, certains sont sceptiques, effectivement, parce que l'image de ces combattants n'est pas forcément enfin, ils font pas l'unanimité. Ils passent bien dans certains secteurs de l'électorat et moins bien dans l'autre. Euh, mais il y a très clairement une volonté du pouvoir de montrer que, eh bien, à nouvelle époque, nouvelle élite. En tout cas, c'est le discours qui est tenu par le président et qui est orchestré et concrétisé par l'administration présidentielle, voilà, à travers ces programmes de formation qui d'ailleurs maintenant sont déclinés en régions. C'est-à-dire que le phénomène nouveau, c'est que beaucoup de régions, à leur tour et à leur niveau, mettent en place l'équivalent de ce programme héros. Et donc, le temps des héros. Et donc, au niveau régional, il y a des gens qui vont émerger sans être passés par cette école moscovite. Est-ce que c'est massif? Est-ce que c'est important? En tout cas, il se passe quelque chose. Euh, mais pour l'instant, en tout cas, aucun de ces anciens combattants n'est devenu
ministre. Le plus haut placé, à ma connaissance, c'est Artyom Joga, donc, dont on a parlé, le représentant plénipotentiaire du président dans l'Oural, qui fait preuve d'un certain activisme politique, mais qui n'est pas, on ne peut pas dire que ce soit l'une des personnalités les plus influentes de Russie, ni dans le monde économique, ni dans le monde politique. Est-ce que ça peut changer à l'avenir? Encore une fois, il y a beaucoup de scepticisme parmi les sociologues, les politologues que je rencontre ici. Mais je note quand même que les gens qui balayaient d'un revers de la main l'hypothèse de cette nouvelle élite la prennent un peu plus au sérieux aujourd'hui. Simplement parce que des choses sont lancées, il y a des gens qui ont été nommés. Tout ça dépendra aussi, bien sûr, de la suite, la suite du conflit. Est-ce qu'une nouvelle ère politique s'ouvrira une fois la paix signée? Est-ce que ces personnalités finalement seront aussi populaires ou au contraire, est-ce qu'il n'y aura pas finalement, est-ce que les Russes ne voudront pas tourner la page, entre guillemets, et retrouver une forme de normalité, y compris dans la sociologie de leur classe politique? À voir. Merci. Alors, j'aurai une dernière question après, mais on va laisser Igor répondre sur la question kurde. En fait, j'ai juste deux, trois points peut-être sur cette ligne directe en complément de tout ce qui a été dit. D'une manière générale, moi j'ai trouvé dans la tonalité de Vladimir Poutine beaucoup de confiance, une grande confiance dans l'économie russe, puisque comme Arnaud l'a dit, c'est le premier sujet qui vient. Il donne des chiffres, donc une confiance qui ne diminue pas, il reste toujours très confiant dans la résilience et la capacité de l'économie russe, la confiance dans les systèmes d'armement. Il a parlé de Arishnik en expliquant que non seulement c'était un nouveau projet, mais que c'était quelque chose qui était un missile qu'on ne pouvait pas intercepter. Alors là, il a cette proposition un petit peu baroque de dire on peut organiser un duel, je suis prêt à organiser un duel, on définit un point en Ukraine, à Kiev, où vous voulez, et on dit aux Occidentaux, mettez tout ce que vous voulez comme défense antiaérienne, et puis on se met d'accord sur le jour, la date, l'heure, etc. Puis nous, on tire un missile, et je vous garantis que ce missile va transpercer toutes les défenses antiaériennes, et ce sera une démonstration de force. Donc une grosse confiance dans les systèmes d'armement, le complexe militaro-industriel, et une confiance aussi, un troisième exemple, sur le déroulé bon, de l'opération spéciale. Il a dit que tout se passait, j'allais dire, plutôt bien, que ça avançait, mais spécifiquement sur la région de Koursk, puisque la question lui a été posée, il a même dit, je sais quand est-ce qu'on mettra dehors les Ukrainiens, mais je peux pas vous dire. Donc autrement dit, ça fait partie du plan. Ce qui se passe à Koursk fait partie pratiquement du plan, hein. Je sais quand est-ce qu'on va les mettre dehors, mais je peux évidemment pas vous le dire pour des raisons évidentes. Alors, on peut dire qu'ils bluffent, on peut dire évidemment, etc., etc., mais en tout cas, l'image que ça renvoie, c'est все по плану, tout se passe selon le plan et tout est sous contrôle en quelque sorte. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est sur effectivement la négociation, cessation des hostilités, les ouvertures, etc. Il a redit effectivement qu'il n'y avait aucune précondition pour les discussions de paix, hein, comme l'a dit Arnaud, grande disponibilité affichée pour discuter, ça, il n'y a rien de nouveau. Il a redit que pour lui, Zelensky était illégitime et que c'est pas avec lui que les Russes signeront quoi que ce soit parce qu'il n'a, d'après Poutine, plus rien à faire au pouvoir, puisque son mandat est arrivé à expiration, je crois, de mémoire le 31 mai dernier, et que la constitution ukrainienne ne prévoit pas aucune modalité d'extension du mandat par défaut. Donc ça renvoie en fait, j'allais dire, aux objectifs que l'on prête à la Russie à l'origine de cette opération spéciale, mais qui n'ont jamais été proclamés officiellement, de changer le régime à Kiev, régime dont tout le monde sait que les Russes considèrent qu'il est illégitime depuis 2014 et Maïdan, hein. Donc là, ça revient sur la table. C'est quelque chose auquel le responsable russe s'accroche. Et c'est quelque part, c'est pas nouveau non plus, mais là, il l'a remis très clairement en avant. Ça revient, mais pas aussi régulièrement que le reste. Et évidemment, ça arrive à un moment où voilà, il y a des choses qui se passent. On fait comprendre à Zelensky parfois qu'il va falloir discuter, etc. Donc ça met la pression, d'une certaine manière aussi, sur le leadership ukrainien. Et mon dernier point, bah oui, c'est le Proche-Orient. Alors évidemment, la Syrie, ce qui s'est passé en Syrie ces derniers jours. Il a réexpliqué que les Russes étaient prêts à discuter avec les nouvelles autorités.
Il n'a pas employé une seule fois le mot terroriste ou groupe terroriste pour décrire les nouvelles autorités, donc l'Ayatollah Tahrir al-Sham, hein, qui, je rappelle, en Russie est considéré comme un groupe terroriste. Il a dit que les Iraniens avaient perdu toute leur profondeur stratégique, donc c'était l'effondrement en fait de ce que les Iraniens appellent l'axe de la résistance, hein. Et que pour lui, le grand gagnant de cette séquence, alors c'est pas la Turquie, ce sur quoi s'accordent à peu près tous les experts, mais c'est Israël, puisque Israël n'a plus aucune pression, pratiquement plus aucune pression de la part de l'Iran du fait de l'effondrement de l'axe de la résistance, donc effondrement du Hezbollah, perte de l'accès au Liban, effondrement de l'axe syrien, donc avec la logistique, les combattants, etc. Donc Israël, il s'en est pris en fait à Israël, hein, qui a une fois de plus bon, expliqué que la Russie avait condamné Israël pour les frappes à Gaza, que la Russie avait toujours été pour la solution, enfin que la Russie est pour la solution à deux États, hein. Et il a effectivement aussi condamné les prises de territoire réalisées par Israël en Syrie, hein, donc l'annexion complète du Golan, qu'il a condamné. Et alors, ce qui est effectivement surprenant, c'est qu'il passe complètement sous le boisseau la Turquie. La Turquie dit très peu de choses dessus, qui, a priori, il ménage la Turquie, puisqu'il dit on est en contact avec les Turcs, etc., ce qu'on peut comprendre, parce qu'il y a des négociations en ce moment sur les bases russes, hein, de Khmeimmim et Tartous, et évidemment que les Turcs sont, je dirais, dans la boucle de ces négociations. Alors, à cet égard-là, je signale mon dernier blog qui a été mis en ligne tout à l'heure sur le site de l'Observatoire, qui est consacré aux bases russes en Syrie, à ce qu'on peut à ce jour faire comme hypothèse sur l'avenir de ces bases russes. Et donc, c'est pour ça qu'il ménage vraiment la Turquie. Mais à côté de ça, il décroche quand même un gros coup, puisqu'on parle des Kurdes. Et il dit, il va falloir régler cette question des Kurdes. On ne peut pas en rester là. Il rappelle l'épisode historique de la fin des conséquences de l'effondrement de l'Empire ottoman et de la fin de la Première Guerre mondiale, où il dit, on avait promis aux Kurdes un État qu'ils n'ont jamais eu. Il y a quelque chose à faire, on ne peut pas en rester là. Et ça, évidemment, les Turcs, ça leur plaît pas du tout. C'est un énorme problème pour eux. Je pense même que les Iraniens, ça leur plaît pas du tout, parce qu'il y a aussi des minorités kurdes en Iran, donc là aussi c'est problématique. Mais pour les Russes, ça fait référence à une des solutions que j'évoque notamment dans mon blog, hein, qui est celle de la partition quelque part de la Syrie en zone d'influence, avec un enfin, un Kurdistan autonome dans le cadre de la Syrie, si vous voulez, qui serait peut-être encore sous protectorat américain, mais si Trump décide de retirer les troupes américaines, ça va quand même changer beaucoup l'équilibre des forces. Et un pays côtier syrien qui serait sous protectorat de facto, hein, de la Russie, qui pourrait préserver ces deux bases, avec ensuite Israël qui aurait une zone d'influence dans le sud qu'assez auto-créée en quelque sorte, hein, et les Turcs qui disposeraient de toute une zone d'influence dans le nord de la Syrie, dans lequel ils sont militairement présents depuis plusieurs années, puisque la Turquie, quelque part comme Israël, à leur façon, font entre guillemets leur opération spéciale en Syrie depuis, surtout les Turcs depuis longtemps. Ils sont rentrés en Syrie depuis des années. Ils y ont de facto occupé toute une partie, j'allais dire, pris une partie du territoire du nord de la Syrie, et les Israéliens sont rentrés dans le sud de la Syrie et ont complété l'annexion du Golan, les deux en mettant en avant évidemment des motifs de sécurité, en expliquant qu'ils étaient menacés par des activités qu'ils considéraient comme terroristes ou menaçantes en Syrie, et que pour donc assurer leur sécurité, ils se sont arrogés évidemment le droit de rentrer dans ce pays et d'occuper, de prendre des terres, de mettre des armées, etc., etc. Bon, donc, ça, c'est un scénario qu'on ne peut pas exclure, hein, qui est celui de la... Et alors, je termine, il dit, à ce moment-là, si c'est un scénario sur, j'allais dire, la désintégration de la Syrie, il faudra que on trouve une solution dans le cadre des Nations Unies, mais surtout en se basant sur le critère du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ce qui renvoie à la question des Kurdes et donc du fait que les Kurdes, il y a un sujet en suspens. Les Russes, avant que Assad s'en aille, ont passé énormément de temps, beaucoup de ces dernières années, à essayer de rabibocher les autorités centrales syriennes, enfin l'ex-régime d'Assad, avec les Kurdes. Les Américains ont mis beaucoup de bâtons dans les roues. Bon, ça n'a pas abouti. De toute façon, aujourd'hui, Assad est parti. Mais ça faisait partie des axes de travail des Russes depuis des années. C'était d'essayer de faire en sorte que les Kurdes reviennent dans le giron de Damas. Bon. Merci de ces éclaircissements intéressants qui, comme disait Arnaud, effectivement ont dû passer un peu au-dessus de la tête du Russe moyen qui écoutait la ligne directe. Voilà, c'est pour ça que nous avons des experts formidables. Alors, dernière question de ce dernier briefing de l'année. Je vais y revenir dans quelques minutes. L'attentat à la trottinette, le général Kirillov, ça intrigue beaucoup
nos auditeurs, est-ce que c'est quelque chose d'important? Est-ce que c'est quelqu'un d'important? Est-ce que c'est un coup dur pour le pouvoir? Est-ce que c'est une humiliation? Est-ce que ça va amener des rétorsions? Et quelle est votre opinion sur la question? Bah, disons que, bon, déjà, oui, c'est quelqu'un d'important dans le sens que c'est quand même le chef des troupes des NRBC, donc nucléaire, radiologique, bactériologique, chimique, hein, donc c'est un très haut gradé. C'était un très haut gradé de l'armée russe. D'ailleurs, qui vivait non pas dans un quartier cossu, derrière des murs avec des miradors et des barbelés, des caméras partout, ou à Barvira ou à Rubliovka, pas du tout. Ils vivaient visiblement dans un quartier entre guillemets populaire, dans des bars, des bars d'immeubles en quelque sorte, hein. Euh, et c'est pas la première fois qu'on assiste à ce mode d'action, donc d'assassinat ciblé, hein, d'élimination ciblée. Il y a eu le cas de Madame Douguina, la fille d'Alexandre Douguine, dont la voiture a explosé. Il y a quoi, il y a un an et demi, enfin je sais plus. Il y a eu ce commandant de sous-marin de la flotte de la mer Noire qui a été éliminé en faisant son jogging à Rostov. Là aussi, donc des assassinats ciblés, hein, qui sont réalisés. C'est pas la première fois. Euh, Est-ce que ça va changer quelque chose sur le front, ce qui se passe sur le champ de bataille? Absolument rien. Ça va pas faire que les Ukrainiens auront plus d'effectifs dans leurs unités. Ça va pas faire qu'ils vont recevoir plus de munitions. Ça va pas faire que côté russe, on va avoir un effort. Ça va strictement rien changer. J'ajoute entre guillemets qu'il y a eu une autre élimination il y a quelques jours, un petit peu plus trouble peut-être dans le déroulé, celle d'un ingénieur d'un institut très réputé et qui travaille sur des programmes d'armement extrêmement sensibles et qui a été, j'allais dire, renversé sur la route, a été écrasé par une voiture. Là aussi, on peut se demander si jamais c'est pas quelque chose qui a été provoqué, une élimination ciblée. En tout cas, ça, en revanche, c'est des choses qui sont susceptibles d'avoir des conséquences à moyen long terme sur certains programmes d'armement potentiellement, hein. Je ferme la parenthèse. Donc, qu'est-ce qui était recherché donc à travers cette élimination? Bah, évidemment, c'est du point de vue des Ukrainiens, à mon avis, c'est de mettre en lumière le fait qu'ils sont toujours en mesure de frapper dans la capitale russe, hein, au vu et au su de tout le monde. Ce qui met d'ailleurs en lumière certaines quand même des négligences qui sont toujours très très surprenantes après bientôt 3 ans d'opérations spéciales. Quant à la protection de certaines personnalités qui ont des profils très sensibles de par leur profession et leur responsabilité. C'est, à mon avis, aussi de potentiellement saboter les pourparlers dont on comprend qu'ils vont débuter dans quelques semaines, quelques mois, enfin dès lors que Donald Trump arrivera en fonction, évidemment. Quand vous éliminez un haut gradé comme ça, c'est pas de nature à faciliter les choses. En tout cas, ça rajoute une couche de difficulté. Et en trois, potentiellement, c'est provoquer des représailles disproportionnées de la part de la Russie pour justifier côté ukrainien un nouvel élan potentiellement de solidarité de la part de ses soutiens, de nouveaux systèmes d'armement, pourquoi pas encore de l'argent. Enfin voilà, c'est de reprovoquer un nouvel élan, à mon avis, en appui. Voilà, il y a un peu, à mon avis, ces trois pistes-là qui sont recherchées à travers cet attentat. Qu'est-ce qu'on a dit d'ailleurs le président Poutine, puisqu'il a évoqué l'affaire? Bah, il a été interpellé sur ce sujet-là. Bah, alors lui, il a embrayé sur tout le registre sémantique de l'État terroriste, en fait, hein, du terrorisme, enfin, des choses que là aussi on avait déjà entendues et qui vont dans le sens de délégitimer les autorités à Kiev, hein. Donc c'est surtout principalement là-dessus qu'il a envoyé, mais évidemment c'est extrêmement gênant comme situation et comme développement, ouais. Merci beaucoup. Donc, dernier briefing de l'année, nous allons reprendre le 16 janvier. Et donc, ce dernier briefing, ben, c'est l'occasion pour moi de remercier un peu tous ceux qui participent à ce briefing au cours de l'année. Alors, bien entendu, en premier, en tête de gondole, nos deux intervenants, toujours fidèles, toujours percutants, toujours profonds, toujours intéressants. Vous l'avez encore prouvé ce soir, donc merci infiniment. Sans vous, bien entendu, ce briefing ne serait pas grand-chose. Voilà. Donc, continuez, ce sera formidable. Un grand merci à nos travailleuses de l'ombre qui permettent le suivi technique de ce briefing, et c'est pas toujours facile.
Les plus fidèles s'en seront rendus compte. On a pu connaître quelques soucis techniques, mais bon, qui sont toujours résolus. Donc, bravo encore. Bravo à nos services de communication qui mettent très vite en ligne sur YouTube ces briefings, avec un séquençage d'ailleurs. Et donc, c'est tout à fait appréciable. Et merci infiniment donc à tous ces travailleurs de l'ombre de vous mettre en lumière. Merci surtout à nos auditeurs, toujours nombreux, alors qu'en direct, bien sûr, mais aussi sur YouTube, parce qu'on a des scores tout à fait extraordinaires ces derniers temps. Donc, merci infiniment. Et donc, ben, vos devoirs de vacances, si vous avez raté quelques épisodes, ben, c'est de vous plonger dans YouTube et de regarder les anciens épisodes pour retrouver un peu le déroulé de cette année, ce qui s'est passé. Est-ce que vos prédictions étaient justes? Est-ce que vos analyses étaient bonnes? Donc, et puis nous dire tout ça pour la rentrée. Donc, bonne fête. Déjà bonne année, on peut dire. Donc, au nom de la Chambre, au nom du directeur Chinsky qui n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui, qui était en réunion, je voulais aussi d'ailleurs remercier le président honoraire Guidet et Anne Coldefi qui ont pris le relais bien souvent au cours de cette année quand nous étions, ou moi-même ou Pavel, en mission. Donc voilà, c'est toute une équipe qui est à votre service pour continuer ce briefing dont on sait qu'il est très apprécié. Donc merci de votre fidélité. Bonne année à tous. Nous nous retrouvons donc le 16 janvier, notez bien la date. Et d'ici là, eh bien, la CCI France-Russie se tient à vos côtés. Tenez bon.